Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité. Tous azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Taxi Presse. Retour en studio avec les confrères, mais avant de les retrouver véritablement, juste vous dire que dans les kiosques ce matin, il y a le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine. Vous avez également le billet hebdomadaire L'Alternative, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Nous avons aussi l'hebdomadaire Temps Nouveau. Et puis il y a le journal Agro Tendance qui est aussi dans les kiosques ce matin. Agro-tendance, c'est toute l'information agroécologique et environnementale. Vous lirez le journal qui est au prix de 350 francs dans les kiosques. Voilà, c'est le numéro 001 de ce jour. Et puis il y a le mensuel d'information de la Cour d'appel de Lomé, le numéro 61, que vous pouvez également retrouver dans les kiosques chez les marchands de journaux. Merci de nous retrouver sur Radio Taxi FM Lomé avec les confrères. Bonjour Fabrice Kézi. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors on sera rejoint tout à l'heure en studio par Loïc, l'ensemble des patrons du journal Flambeau des démocrates. Je voudrais qu'on commence le magazine de ce matin par des questions liées donc à la santé. Vous avez voulu placer un mot sur la santé, Ferdinand? Oui, c'est des questions de dons de sang. Vous savez que dans notre pays, on est régulièrement en rupture de dons de sang. Le Centre national de transfusion sanguine lance parfois des appels aux dons de sang parce que il faut se replier généralement au Ghana pour avoir le sang quand les gens sont dans l'urgence. Donc il y a des bonnes volontés qui organisent généralement la collecte de sang dans le mouvement Noubouéké, qui le fait chaque année et qui relance encore cette collecte-là, je crois, cette semaine. Oui, demain. Et donc, on invite ceux qui ont envie d'aller donner leur sang pour sauver une vie, d'aller le faire parce que on ne sait pas qui en aura besoin demain. Peut-être c'est quelqu'un de votre famille. Et donc, c'est important que on aille donner du sang. On ne va pas tout prélever dans votre corps. Non. Il y en aura toujours. On prendra juste un peu, on analysera et puis on mettra ça dans la banque de sang. Demain, s'il y a des gens qui sont dans le besoin, on pourra leur accorder. Donc ce mouvement a fait un appel et demain invite les gens à aller faire cette collecte de sang. Et donc c'est aussi l'occasion d'appeler d'autres structures à emboîter le pas à ce mouvement-là. Comme je viens de le dire, c'est vraiment important qu'on ait des banques de sang dans le pays. C'est pas la peine d'aller chaque fois au Ghana. Lorsqu'il y a des urgences pour aller acheter le sang, ça revient beaucoup plus cher. Oui, bien sûr. Mon sang pour le Togo du mouvement Noubouéké, c'est la 3e édition. Demain, samedi, donc 16 février, de 7h à 16h au Centre national de transfusion sanguine à Adéoui. Donc, on va dire qu'on est tous invités. Ça nous amène à revenir sur l'autre sujet de la santé aussi. Mais avant de revenir sur le sujet de la santé, on va parler de la route Jean-Paul II qui est devenue la tueuse. Et il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'il y ait des accidents sur ce boulevard en construction, Jean-Paul II. Est-ce que ça vous choque quand on assiste à ces scènes tous les jours? Naturellement, ça doit choquer, mais
Pourquoi est-ce que rien n'est fait aujourd'hui pour pouvoir freiner tout ça? Oui, mais effectivement, il y a un sérieux problème, même dans la journée, quand vous êtes sur cette route-là. Parfois, il y a un cafouillage total parce que les gens ne savent pas exactement de quel côté se retrouver. Et c'est dû au fait que c'est un grand boulevard, mais sauf qu'il n'est pas séparé par des terre-pleins comme on en a l'habitude, ou alors des traces qu'on fait généralement sur la route pour délimiter les couloirs des uns et des autres. Je crois que je sais pas, c'est vrai que la route n'est pas encore terminée, je sais pas si il y aura quelque chose à faire là, après. C'est un danger public. Oui, effectivement, c'est un danger public parce que ça va dans tous les sens. Pour tourner, c'est compliqué et elle n'est pas encore éclairée non plus pour ceux qui l'empruntent dans la nuit. Et c'est un sérieux problème d'attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Parce qu'effectivement, j'espère qu'il y a une autre manière de faire ça après. Sinon, tel que c'est fait, les boulevards, un boulevard comme ça, large, on dirait une cour, et quand vous roulez, vous ne savez pas si vous êtes à gauche ou à droite, les dépassements difficiles à faire, pourtant la route est large. Et ça complique la situation riveraine pour traverser la voie. Bien évidemment, parce que généralement, pour traverser un boulevard, ça se fait au moins en 2 temps. Oui. C'est-à-dire, la première partie, vous vous retrouvez sur le terre-plein, et puis vous calculez la seconde partie, surtout qu'on n'a pas les passages à piétons, qu'on a aérien à piétons, il n'y a pas de passage clouté non plus sur cette route-là. C'est pour cela que je dis, peut-être que comme la route n'est pas encore terminée, mais je crois qu'il fallait faire ça au fur et à mesure, puisque tout est presque prêt. Je ne sais pas s'ils ramèneront des blocs de terre pour mettre au milieu ou ils vont juste tracer. En tout cas, pour l'instant, c'est très dangereux d'emprunter cette route, même à n'importe quelle heure. Bonjour, Loïc Lawson. Ce sujet vous intéresse aussi, vous l'avez d'ailleurs choisi pour votre sujet, le boulevard Jean-Paul II, qui aujourd'hui est un danger réel pour les riverains et pour les citoyens qui empruntent régulièrement cette voie. Oui, je crois que tout est dit, l'essentiel a été dit. C'est que, écoute, on est dans un pays où on construit des voies, dites des belles voies, et malheureusement, elles sont finies à moitié. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui laisser cette voie avec les caniveaux ouverts. C'est-à-dire, les caniveaux sont ouverts, rien ne dit que les caniveaux sont ouverts. Quelqu'un qui rentre dans la ville de Lomé, qui vient peut-être, je ne sais pas, de Cotonou, du Ghana, et qui doit passer par là pour aller se loger quelque part, il rentre dans le ravin. Et même ceux qui sont dans le quartier, ils sont pas à l'abri, ils rentrent dans les ravins, et personne ne dit rien. C'est-à-dire, qui te dit, mais quel genre d'entrepreneur on a au Togo? Le problème, c'est que, parce que quand un entrepreneur, au moins ailleurs, il y a des trucs de signalisation qu'on place pour qu'on puisse comprendre qu'ici, il y a danger. Mais rien n'est fait. Et les gens continuent par se casser. C'est les Chinois qui ont en charge quand même la construction de cette voie-là. Bon, est-ce que chez eux en Chine, ils vont construire comme ça et laisser partir comme ça? C'est cela. Il faut, tu sais, il y a du boulot à faire pour en tout cas, la nouvelle ministre, je sais pas, c'est une nouvelle ministre, hein, oui, bien sûr, oui, de transport aussi. Madame Kassa, je crois, elle a dû, tout ça là, ça fait partie des dégâts laissés par notre ami, nos femmes, et qu'il faut essayer de rattraper, d'arranger. Parce que, pourquoi les Chinois sont partis? N'ont-ils pas été payés ou parce qu'ailleurs, moi j'ai vu tout récemment sur les réseaux sociaux une belle voix qu'on a montée entre on dit la Chine et le Pakistan, que c'est les Chinois qui l'ont faite. Oui. Alors s'ils savent, je discutais avec un aîné, j'ai dit, mais si les Chinois savent faire de belles voix comme ça, pourquoi ils font mal chez nous? Il m'a répondu, mais quand vous voulez trop de tamia, comment voulez-vous qu'on vous fasse des bonnes routes? C'est ça le Chinois. Il dit, il est prêt à te faire n'importe quel prix. Même à 200 000. Tu auras la valeur de 200 000. C'est comme les commerçants qui vont en Chine pour commander des marchandises. Il dit, le Chinois ne refuse jamais l'argent. Si tu lui dis que tu veux, je ne sais pas, un t-shirt ou un portable qui coûte, que tu viendras le vendre à 500, lui, il va te le faire. Il ne refuse jamais. Voilà un peu, je crois que c'est un peu les conséquences de tout cela. Mais le plus important, les gens, tout le temps, ont des traumatismes. Les gens tombent, ils se cassent la tête, cassent les jambes. Il n'y a pas de lumière sur la voie. C'est pas normal. Les caniveaux sont ouverts. Il faut au moins parer à ça. À défaut, au moins, de pouvoir, comment vous dites ça, ce que j'appelais les caniveaux, à défaut de les fermer, éclairer la voie. Parce que sur la voie, si tu fais un constat, il y a des anciens poteaux électriques en béton qu'on utilise sur toute la voie. Mais les poteaux là n'ont pas de lampes. Il suffisait juste de poser des lampes solaires, ne serait-ce que solaires dessus, et les gens il y aura un éclairage. Mais laisser comme ça,
Et c'est comme s'il n'y a pas de maire pour la ville de Lomé. Jusqu'au niveau de l'échangeur. Totalement. Et là, actuellement, ils viennent même, je crois qu'ils ont actuellement fermé la voie entre Ecobank qui est vers là-bas et Agetio. C'est bloqué depuis quelque temps. Oui. Personne ne sait pourquoi c'est bloqué. Il y a une déviation. Mais attends, on est où là? C'est ça. Bon, je sais pas. C'est d'inalité. Non, c'est vrai que si cette voie, si vous cassez les pieds ou vous cassez la tête, vous avez beaucoup de chance là. Oui, mais généralement il y a beaucoup qui meurent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de plus. Le pays est comme ça et nous sommes dedans, comme il faut le dire. On a le sentiment qu'il n'y a même pas d'autorité et les départements qui s'occupent de ces secteurs, personne ne bouge. On a comment ils appellent ça, les gens qui font le suivi des travaux, les bureaux de contrôle et tout ça, personne ne dit rien. Et ça fait quand même un bout de temps que tout le monde parle de cette route, personne ne bouge. Je ne sais pas si on veut qu'une autorité fasse d'abord un accident là-dessus, ou on tue au moins, je ne sais pas, l'enfant de quelqu'un replacé avant de réagir. Et toute la ville est comme ça, malheureusement. Dès qu'il y a des dégâts quelque part, et que les journalistes qui sont les porte-voix signalent, on ne bouge pas. Et ce boulevard-là, on dirait que cette route est maudite parce que depuis le financement des travaux, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on voit qu'il n'y a que des dégâts, les détournements qu'il y a eu sur cette voie, tout ce que la presse a eu à dénoncer, et personne ne dit rien. Maintenant, on vient largement d'évoquer ça, mais il y a d'autres endroits aussi à Lomé. Le contournement qu'on fait par le Canfir là-bas, et c'est pas aussi électrifié. La nuit, les gens font des accidents tout le temps sur cette route aussi. Et il y en a partout comme ça. Il y a des feux rouges qui ne travaillent pas, mais des gens ont pris des contrats avec la mairie paye chaque fin de mois ou d'année, c'est parfois même des surfacturations, mais les feux de signalisation, les feux tricolores ne travaillent pas. Il y a une rue qui s'est effondrée à côté de la pharmacie d'Idiolé là-bas depuis... Oui. On en a parlé au depuis début. Bientôt 6 mois. On est arrivé, on a mis une barrière là-bas. Je crois que c'est l'entreprise Centro qui avait fait. On a creusé. Ouais, c'est l'entreprise Centro qui avait fait cet ouvrage. Et il y a eu un affaissement, voilà le terme. Et depuis, tout le monde a disparu. Et on a juste mis des barrières et les riverains ne savent plus comment faire pour rentrer chez eux. Et on a un ministère des Travaux publics. On a une délégation spéciale de la ville de Lomé. Et les gens sont là, personne ne dit rien. Bon. Après on dit bon, les journalistes parlent trop, alors que c'est la vie de tout le monde. Chacun peut perdre la vie en laissant faire. Et donc nous, on continue d'en parler, d'interpeller ceux qui ont la responsabilité, ceux qui ont la mission de régler ces problèmes-là, et c'est à eux de voir. Très bien. Ce matin, le chef de l'État devrait donc faire la pose de la première pierre d'un hôpital de référence qui avait été annoncé depuis plusieurs mois maintenant. Ça, c'est dans le domaine de la santé. Ça nous amène à revenir sur les produits, la vente illicite des médicaments. Vous en avez parlé ces derniers jours, Fabrice. Le ministère de la Santé s'est finalement réveillé, je ne sais pas trop si on doit le dire ainsi, à la suite d'un syndicat curieux qui a été créé, syndicat des vendeurs des produits pharmaceutiques dans la rue. Est-ce que finalement cette guerre, on peut la mener, la gagner au niveau des autorités? Oui, c'est vrai que on peut pas non plus croiser les bras, mais j'avoue que ça va être une bataille terrible. Je suis pas défaitiste, mais je crois que il va falloir beaucoup de volonté et de moyens pour lutter contre ce phénomène-là qui rapporte beaucoup d'argent à ce qu'il paraît à ceux qui sont dans ce trafic-là. Et maintenant, on revient toujours sur l'éternel problème de la porosité de nos frontières, où tout rentre aussi facilement, et qu'est-ce que la douane fait, est-ce qu'il y a un contrôle? Parce qu'il ne faudrait pas laisser les produits atterrir sur le territoire et voir les bonnes dames là qui n'interviennent qu'au bout de la chaîne pratiquement exploser avant qu'on ne dise on interdit ou bien on vient saisir. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont dit nous ne voulons plus, par exemple, de sachets plastiques sur notre territoire, et ils ont réussi à le faire. À n'importe où, que ce soit à l'aéroport, sur les frontières, ils ont pris des mesures pour que les sachets plastiques au Ghana à côté. Donc ça voudrait dire que lorsque vous voulez vous lancer dans un combat pareil, je crois qu'il faut agir en amont, et ça doit être au niveau des frontières, décourager
les grossistes qui importent ces produits-là, puisque la plupart ne sont pas fabriqués sur place, même s'il y en a qu'on fabrique sur place, là aussi il faut mener un autre combat. Mais il y a la plupart du temps des produits qui viennent du Nigeria et qui sont déversés en Inde aussi, et tout cela et autres. Donc je crois que c'est à ce niveau il faut agir pour que le combat ait vraiment un sens, ne pas se limiter seulement à des saisies spectaculaires au bord de rue, parce que les gens vont continuer toujours par le vendre. Non seulement c'est un réel problème de santé, c'est qu'à un moment donné, ça sème également la confusion, et même avec les pharmacies agréées, on ne sait plus exactement à quel niveau il faut vraiment avoir le bon produit. Oui, c'est vraiment un casse-tête. Il y a beaucoup de nos auditeurs nous ont interpellés sur ce sujet. Loïc Lawson, est-ce que cette guerre que semble vouloir mener le ministère de la Santé, est-ce que c'est un leurre finalement? Non, mais ce que tu ne sais pas... Parce que si les gens aujourd'hui s'organisent dans un domaine combattu par l'État, combattu par la planète entière, et ils créent un syndicat, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui les soutiennent derrière. Peut-être. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que pour que le ministère de la Sécurité, de la Santé bouge, il a fallu que les pharmaciens essayent de tirer la sonnette d'alarme. Ouais. C'est-à-dire, quand ce syndicat a été créé, personne n'a parlé. Non. Puisqu'ils ont organisé une conférence de presse, et tout ça, les journaux ont relayé, personne ne leur a interdit quoi que ce soit. Et il a fallu que justement les journaux et les médias en relaient ça, et que les pharmaciens se disent, mais on est où là? Et qu'ils commencent par saisir nos autorités avant que le ministre ne fasse sortir ce communiqué pour dire non, c'est un secteur, et comment on dit ça, essentiellement contrôlé, et dont le monopole est seulement réservé à ceux qui ont un diplôme. Aux personnes initiées. Oui, initiées, à ceux qui ont un diplôme en pharmacie. Et ça, et je dis, au-delà du ministère de la Santé, il faudrait encore, comment on dit ça, il faudrait encore appuyer sur l'accélérateur pour dire, écoutez, arrêtez ça. C'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans des pharmacies, mais c'est pas non plus pour ça que tout le monde va vendre des médicaments. À cette allure, c'est-à-dire, déjà, on en meurt, oui. Des médicaments, même ceux qui sont conventionnels, parfois, et là, voilà, quelqu'un va rester dans sa chambre, comme on fait des liqueurs périmées, des liqueurs, je ne sais pas quoi, et quelqu'un va rester dans sa chambre pour nous fabriquer des comprimés, oui. Les emballer, et nous les vendre. Les gens iront en Chine pour aller nous faire des paracétamol, des sirops, des trucs pour nous apporter. Et Fabrice parlait des découragés, mais moi je dis, c'est-à-dire le premier complice au-delà de tout ça pour moi, c'est la douane. C'est la douane. Et on ne peut pas être dans un pays où la douane, où les responsables douaniers vont te dire que ils ont une obligation de quoi, de résultats, qu'ils ont un chiffre à atteindre à la fin de l'année et laisser rentrer n'importe quoi. C'est-à-dire la santé des Togolais d'abord. Et ça là, c'est un combat qui doit être sans merci. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'excuse à ça. Ailleurs, on emprisonne même des gens pour ça. On a vu récemment au Bénin comment il y a aussi, puisqu'il y a un grand réseau là-bas, et Talon a dû emprisonner des gens en cascade au Bénin. C'est pas possible. C'est-à-dire, il faut chercher au-delà du communiqué, il faut aller au-delà du communiqué. Chercher tous ceux qui ont organisé cette histoire et chercher à comprendre, mais ils ont... Qui sont-ils? Voilà, chercher à comprendre, il faut qu'ils s'expliquent. Pour expliquer si vraiment leurs produits sont de bonne qualité, parce que moi j'ai cru entendre, ils disent que c'est des produits qui payent, je ne sais pas, au Nigeria, en Allemagne, ou je ne sais quoi, ils ont dit n'importe quoi. Mais il faut au moins qu'on essaie de s'assurer que c'est des produits conventionnellement admis. Peut-être réorganiser le secteur. Non, le secteur est déjà organisé, il y a des tests. Mais là, est-ce que c'est appliqué? C'est ça, le secteur... Il est organisé. Il y a des tests. Non, oui, mais non, pas pour ceux qui sont dans la rue, quand même. Non, ceux qui sont dans la rue, on ne peut pas. C'est comme tu dis de légaliser. C'est informel. Non, même si c'est... Est-ce que tu demandes qu'on légalise, je ne sais pas, d'autres produits prohibés? Non, parce que si vous remarquez bien, il y a l'évolution dans la sémantique. On en parlait avec le confrère mercredi dernier. On ne parle plus de faux médicaments, mais on parle de la vente illicite des médicaments. Est-ce que les données n'ont pas évolué là finalement? Alors qu'est-ce qu'on a envie de nous faire comprendre? Qu'en réalité ces produits ne sont pas forcément mauvais, mais que voilà, parce qu'ils ne sont pas légalisés qu'on ne doit pas les vendre, Ferdinand.
Non, je crois qu'on est face à une hypocrisie terrible parce que... Où ça? Au sommet de l'État? Oui, avec les autorités, parce que ces gens qui se sont formés en syndicat, tout le monde les voit, on les voit tous les jours, la plupart sont au grand marché, ils sont là depuis des années, et même les assistants médicaux, les gens qui interviennent dans les CMS, c'est ça, ils vont au grand marché là-bas prendre des bouteilles de sérum, de tout ça pour traiter les gens dans les CMS. Tout le monde sait, la plupart vont se ravitailler là-bas, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis là pour essayer de dire aux gens, c'est pas normal, c'est pas légalisé, vous ne pouvez pas vendre. Mais je suis convaincu que quand vous allez au grand marché là-bas, l'OTR passe là-bas pour collecter les taxes auprès de ces gens-là, depuis des années. Et donc c'est pas maintenant qu'on va dire... Des gens qui sont au grand marché, qui vendent tous ces produits-là. Ils sont au marché, ils sont pas cachés au fait. Ils ont un compartiment. Quand il y avait le grand bloc du marché qui a brûlé, il y avait un compartiment où on vendait les produits. Et donc, l'OTR allait prendre... Jusqu'à la perfusion. Enfin, oui, il y a tout ça. Il y a les aiguilles, tout ça, il y a tout. Et donc, les gens de l'OTR vont là-bas, ils prennent... je sais pas, ils imposent les gens. Donc, c'est pas nouveau, ce truc-là. Maintenant, pourquoi je parle d'hypocrisie? On est comme dans le système bourré. Vous voyez, à un moment donné, quand les pétroliers sentent un manque à gagner, ils financent la police et la gendarmerie et on traque les vendeurs de bourrées. Parce que c'est eux qui financent. Ils financent et puis on traque les vendeurs de bourrées. Et puis, après, il y a une accalmie. On laisse passer comme ça se passe actuellement, parce que c'est le même réseau qui font rentrer le bourré dans le pays. On vient de parler de la douane. Oui. Vous savez très bien que notre pays est contrôlé. Ce n'est pas les pauvres douaniers qu'il faut accuser. C'est tout un réseau qui fait rentrer ces marchandises dans le pays. C'est quel type de réseau? C'est comme le ministre de la Sécurité qui sort un communiqué pour dire, bon, les pétards sont interdits. Bon, et le lendemain, vous attendez dans tous les quartiers. Et c'est eux-mêmes, leurs femmes, qui vont commander ces pétards en Chine et qui les font rentrer. Et donc, c'est pour ça que je parle d'hypocrisie de l'État. Ici, l'argent prend le dessus sur tout. Le business prend le dessus sur tout. On s'en fout de la vie des gens, de l'avenir des gens. Et comme on voit souvent dans la traque des produits pétroliers de contrebande, où il y a souvent des morts, on sait que c'est les pétroliers qui financent ça. Et qui achètent les voitures, même aux soldats, aux gendarmes, qui donnent de l'argent, du carburant, pour traquer les vendeurs de bourrées. Qui eux aussi ont leur réseau dans le système qui fait rentrer le bourret. Et donc, on est dans la quadrature même du cercle. Et on ne va jamais s'en sortir dans ce truc-là. Si les pharmaciens sont allés voir le ministre pour lui dire, ah, monsieur le ministre, on ne peut pas tolérer ça, c'est que c'est un lobby fort. Reste à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous voyez. Et donc, même dans les pharmacies, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous achetons, même si c'est des trucs conventionnels. On va revenir sur le cas des pharmacies tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui aussi s'intéressent au sujet, un auteur qui nous dit, les mêmes qui font entrer les médicaments de la rue sont ces mêmes qui laissent entrer, comme vous l'avez dit, le boudin et toutes sortes de produits de contrefaçon. C'est toute une chaîne, il faut donc couper le mal à la racine. Nous allons marquer une pause sur le site et on se retrouve dans 2 minutes environ. 93.1 Taxi FM. Retour en studio avec les confrères sur le sujet qu'on évoquait avant la pause, la guerre contre la vente illicite des médicaments. Alors on s'interroge donc sur le sujet. Un auditeur qui nous dit que les perfusions pour le palu sont à 2400 à la pharmacie. Au grand marché, ça fait 600. Ah oui, l'assistant médical vient le payer au grand marché. Là, il doit avoir beaucoup d'informations. Il dit l'assistant médical vient le payer au grand marché et vend là au client. Donc, c'est une bonne affaire pour les assistants médicaux. Mais il y a pire que ça, Eric, il y a pire que ça. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui ont créé des petites boutiques. Ils peuvent être en train de vendre les pagnes dans la boutique, mais derrière, parce que nous avons fait une enquête là-dessus, on a été suffisamment renseignés, on a parlé avec des délégués médicaux et tout ça, et derrière cette petite boutique de vente de pagnes, il y a un stock de comment vous appelez ça, de solutions, de solutés, c'est-à-dire que de solutés, sérum, que des gens viennent chercher la nuit pour aller perforer les gens dans les cliniques, dans les CMS, tout ça. C'est-à-dire que devant, quand vous rentrez là-dedans, il y a des pagnes, on vend des pagnes, ou on vend alimentation générale, quelque chose comme ça. Mais derrière, il y a un magasin dans lequel il y a des solutés, des cartons de solutés
personne ne connaît l'origine, la qualité, personne ne sait ce que c'est, mais les gens viennent acheter ça, et vous allez dans un CMS, on vous dit non, vous voulez acheter le sérum, on a le sérum. Vous allez dans une clinique, on a le sérum. Et on inocule ça aux gens, et les gens meurent. Ça se passe dans ce pays. Donc c'est des activités criminelles. Et les services de renseignement savent. Parce que... Est-ce que vous savez qu'ils mais non, mais eux, ils savent tout. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Oui, ils sont renseignés. Mais ils sont renseignés. Parce que des gens qui prennent les bagages comme ça, ils mettent dans les voitures, ils vont, ils entreposent. Ils passent par où? Donc, voilà l'état de notre pays en réalité. Alors, il y a l'auteur qui nous dit que Loïc, vous gaspillez votre énergie pour rien sur le marché champion est ouvert. Est ouvert. Il n'a pas dit qu'il faut fermer. Justement, voilà, c'est ce qu'il dit. Mais finalement, pourquoi est-il finalement si difficile qu'on protège les consommateurs? Oui, mais il faudrait aussi que les consommateurs contribuent à leur protection. Oui, ouais. Et quand tu parles des champions tout à l'heure, bon, on a dit des choses, on vend des produits périmés, tout cela et autres. Bon, n'attendez pas qu'on ferme. Vous aussi, vous pouvez choisir de ne plus aller. Bon, donc il ne revient pas, on va pas vous dire de tout faire, puisque bon, c'est vrai que l'État peut descendre pour vérifier et protéger les consommateurs. Mais quand vous avez la certitude que vous allez dans un endroit où les choses ne sont pas bien faites, en attendant que l'État ne réagisse pour rétablir l'ordre, vous-même vous prenez vos responsabilités. Moi, je crois que, loin de moi l'envie de chasser les clients des uns ou des autres, mais je crois qu'à un moment donné, il y a un self-défense que chacun doit cultiver à son niveau. On a dit ici ça ne va pas, en attendant qu'on règle le problème, on tranche clairement pour dire ah bon, c'était un stock qui était ceci ou cela, mais pour l'instant chacun prend ses dispositions, sinon le supermarché va toujours ouvrir, et bon, mais aussi faut-il qu'il ouvre maintenant en attendant qu'on règle le problème au niveau institutionnel, chacun prend ses dispositions. Mais attention, l'État a des responsabilités. Le citoyen peut porter plainte contre l'État. C'est parce qu'on ne connaît pas. Vous allez sur un terrain. Non, je viens. L'État a des responsabilités. C'est son rôle de protéger. C'est-à-dire que l'État doit nous protéger. Alors, quand on remarque que l'État ne nous protège pas ou nous expose, on peut porter plainte contre l'État. Oui, sauf que les tribunaux ne sont pas opérés. Voilà, c'est parce que les tribunaux et les juges ne font pas leur boulot, ou bien les citoyens ne connaissent pas aussi trop leurs droits, et les juges, un citoyen qui porte contre l'État, je ne sais pas combien vont gagner. Mais c'est grave que l'État soit complice. C'est une manière de dire que l'État était complice ou défaillant. Et une fois que l'État était complice ou défaillant, le citoyen peut porter plainte. Mais dans ce cas précis, on ne peut même pas dire que l'État était ignorant. C'est-à-dire, puisque la presse est là pour révéler, pour dire. Et il y a des cas. Mais l'État ne fait rien. Et moi, suite à cet article, moi, je profite pour saluer au niveau du ministère de la Santé, ils ont eu à envoyer une équipe chez nous à la rédaction. Ah d'accord, très bien. Oui, pour essayer de comprendre et d'avoir des éléments et ils reconnaissent que ce n'est pas leur boulot en fait. Ce n'est pas le boulot du ministère de la Santé, mais qu'il y a d'autres structures chargées. Mais c'est quoi? Ça devient comme c'est des structures chargées et c'est des structures mouillées par ce que tu sais, alors elles ne font pas leur boulot. Donc, le ministre de la Santé est obligé parfois d'aller lui-même sur le terrain. Il me donnait l'exemple d'une cargaison de poissons encore récente qui est arrivée comme ça. Encore? Oui, qui est arrivée et la structure qui était chargée ne l'a pas fait. Il a fallu que le ministère de la Sécurité prenne le devant, la Santé prenne le devant. Et tu vois un peu, ça fait comme si tu viens jouer le rôle de quelqu'un et les gens ne sont pas contents. Il y a un conflit d'intérêt, ils ne sont pas contents que tu viennes. Mais voilà. Donc, c'est pour dire que les Libanais ou tous ceux-là qui amènent des produits, ils sont déjà conquis. Moi, j'ai rencontré qui m'ont dit, mais écoutez, tu peux écrire, mais écoute, en rigolant, mais écoute, nous, on a le pays en main. Et c'est la vérité, ils ont le pays en main. Parce que des gens, ils marchent. Oui, mais des gens, ils marchent. Va au niveau de la comptabilité ou bien de la direction administrative et financière de ces trucs-là. Tu verras comment les autorités qui marchent là-bas toutes les semaines. Ou chaque 15 jours. C'est pas possible. C'est ça la réalité de notre pays. C'est-à-dire, et comme nos autorités habituellement ne payent pas les boissons là-bas. Est-ce que tu sais ça? Habituellement, ils payent dans le duty free à l'aéroport. À l'aéroport, en Europe, quand ils voyagent, et tu ne verras pas qu'ils ne boivent pas les boissons là. La plupart. C'est pour ça qu'ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent de vous. Vous pouvez mourir. Et ça, je dis, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Dans d'autres, moi, je n'accuse pas seulement champion, mais je dis que c'est une vaste enquête. Je ne dis pas que Ramco est bon, parce qu'il ne faut pas penser que, ah ben oui, c'est Ramco. Ramco n'est pas bon non plus. Parce que moi, encore, des gens m'ont appelé, ils étaient à Ramco, où des produits étaient exposés périmés, déjà même périmés,
pour dire Loïc, viens voir. Et c'est au Togo. On ne dit rien. On ne dit rien. Nos autorités ne disent rien. Oui, mais il y a aussi quelque chose de curieux. Depuis là aussi, parce que c'est dans cette situation-là, la société civile doit être active. Et ici, on attend beaucoup les associations de consommateurs. Moi, c'est curieux quand même. On voit une seule qui se débat. Oui, c'est curieux quand même que depuis là, ne serait-ce que même le communiqué, on ne l'a pas eu cette fois-ci, dans ce cas précis. C'est sorti finalement. Ouais. Alors, mais, moi, j'ai été à un moment donné surpris de voir, par exemple, l'ATC derrière Frisco pour nous dire que les pagnes sont ceci ou cela, alors qu'il y a pire ailleurs. J'ai été surpris, on dit non, que les pagnes de qualité, il faut aller vraiment à Frisco, il y a des contrefaçons et tout cela. Oui, ça c'est sur le corps, mais ce qui rentre dans l'organisme, là on ne les voit pas. Et je crois que c'est pour cela, moi je dis, ce n'est pas une manière d'excuser les uns et les autres. Aujourd'hui, par exemple, quand tu parles des gens qui émargent, oui, quand ils disent qu'ils tiennent le pays, oui, ils le tiennent. Ils tiennent ce pays-là de quelle manière? La dernière fois, on a dit ici que c'est eux les grands grossistes. C'est chez eux, la plupart achètent, ils amènent dans leurs magasins. Et donc, aujourd'hui, ayant pratiquement le monopole, ils peuvent aussi décider de ne pas paralyser le pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi avec nos institutions bancaires. Et quand on dit on tient un pays, c'est pas forcément ces autorités-là qui émergent, mais quand vous privatisez toutes vos banques, par exemple, et c'est détenu par peut-être les étrangers, ils peuvent facilement bloquer le pays quand ils veulent. Et donc, je crois que c'est de ça il s'agit. Il faut vraiment réfléchir, voir si, à un moment donné, même si l'État ne s'organise pas, puisque généralement, c'est une question de gros sous, voir de quelle manière, s'il n'y a pas possibilité aussi de permettre aux nationaux de se lancer dans ce commerce-là avec des prêts qu'ils seront capables de rembourser. Je sais pas, il faut quelque chose. Parce qu'ils savent forcément que c'est pas dans leur pays, ils vendent ça. Alors, aller au Liban, par exemple, voir si ce qu'on nous vend ici, c'est forcément la même chose qu'on vend ailleurs. Oui, très compliqué. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet qui n'est pas trop loin du premier, alors, sur la question des produits pharmaceutiques. Pour le cas des médicaments contrefaits, c'est l'absence de l'autorité qui crée ce bazar. Un autre auditeur qui nous dit, excusez-moi, il dit, quelle est la différence entre les ferralgans de la rue et celles des pharmacies? Les pharmaciens ont aussi des réseaux de produits contrefaits. Oui, ça on l'a dit. On l'a dit, non, c'est pas faux. On le voit. Alors, l'État ne gagnera jamais la bataille des produits pharmaceutiques illicites. C'est un réseau qui comporte des bras forts de ce pays. S'il n'a pas pu gagner la bataille des carburants frelatés, ce n'est pas les produits pharmaceutiques illicites qu'il donc peut gagner, nous dit l'auditeur. Et ça nous amène à revenir sur un sujet qu'on avait abordé la semaine dernière, on avait promis de revenir là-dessus, c'est la question de la lutte contre la corruption qui aujourd'hui est un grand fléau, qui dévaste l'Afrique entière, sinon le monde entier. Ça fait quand même des milliards de dollars que les pays africains notamment perdent chaque mois. Alors, on a parlé de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les crimes assimilés, on va le dire ainsi. Aujourd'hui, vous évoquez un cas, Ferdinand. Je ne sais pas, quand on parcourt l'article, on a le sentiment que vous dites que Aplusia ne peut réussir que lorsque elle ne se mettra pas dans la peau de... Comment est-ce qu'on dit ça du politique. Oui, non pas du politique, mais la chasse aux sorcières. Non, c'est pas ça. Nous, on regarde, mais on ne fait même pas de fixation sur cette structure. On fait une analyse globale de la situation en démontrant d'abord qu'il est difficile de lutter contre la corruption dans le pays, parce que quelqu'un l'a dit la dernière fois, que le système même de gouvernement est assis sur la corruption. Et on essaye de démontrer dans l'article que ce combat est perdu d'avance, parce que quelqu'un a dit le jour où force décidera d'attraper les voleurs, à la prochaine réunion du Nil, il n'y aura personne. Et c'est vrai en plus. Et on commence par là. Et on cite des textes réglementaires en disant par exemple, lutter contre la corruption suppose que ceux qui vont aller dans ce combat-là soient eux-mêmes d'abord des modèles. Absolument. Et on parle de la Constitution en citant par exemple l'article 145, en disant il est prévu qu'il faut déclarer les biens.
Parce que c'est par là que ça commence. Parce que la corruption, comme j'ai eu à le dire la dernière fois, est un phénomène systémique. Ça prend plusieurs visages. C'est pas une histoire de dire on a pris l'argent dans la caisse, on a fait ceci. Parce que la corruption, c'est aussi le pillage, c'est aussi les prises illégales d'intérêt, c'est les conflits d'intérêt, c'est les dirigeants qui deviennent des commerçants, c'est tout ça. Alors, donc, le sommet doit être d'abord l'exemple. Et donc, on refuse de déclarer les biens. Il y a ce qu'on appelle des dépenses excessives au niveau de l'État ou des sociétés d'État. C'est aussi des méthodes de corruption. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on a eu à démontrer dans l'article que dans un pays, par exemple, où vous avez des ministres qui sont au gouvernement et qui vont dans des missions officielles, qui vont dormir dans des hôtels de 8 000 € la nuitée. 8 000 €. C'est-à-dire 8 000 €, ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais je suis sérieux. Mais je suis sérieux. 8 000 €? 8 000 € la nuitée. Ou 8 000 francs CFA. 8 000 € la nuitée. Et ces ministres se permettent de faire parfois 10 jours dans l'hôtel. Par exemple, un hôtel comme Bristol à Paris, ils dorment 8 000 € la nuitée. 8 000 € en CFA, ça fait 5 240 000 francs CFA. La nuit? La nuit. Non, la nuit. Un ministre les gens sont dans le gouvernement, mais je te dis des choses. Et c'est des sociétés qui sont sous leur responsabilité qui payent. C'est des sociétés qui sont sous leur responsabilité qui payent. Ça se passe dans ce pays. Des gens... 5 millions, oui, on ne peut pas 240 000 oui, la nuit. Et ils font 10 jours. Vous voyez ce que ça donne. Et pendant qu'à Notia là-bas, ou à Kara là-bas, il n'y a pas d'eau potable pour les populations. Vous voyez. Et ces gens-là, quand ils n'étaient même pas ministres, ils ne pouvaient même pas aller dormir dans un hôtel de 100 € la nuit. Des gens se permettent de prendre un jet privé pour rejoindre un vol normal à Accra. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la route Lomé-Accra pour prendre le vol normal et aller, ils prennent un jet de Lomé à Accra. Je me suis amusé de demander à des spécialistes, ça coûte quoi un jet privé en 1 heure de temps? Et on m'a dit, bon, ça dépend des vols. C'est comme tu vas à la station, tu veux prendre une Mercedes ou bien tu veux prendre une 4x4, oui. On va te facturer. Et on m'a dit, par exemple, les hauts de gamme, c'est entre 11 000 et 12 000 € l'heure. Et les bas de gamme... Vous blaguez là. Mais attends, je me suis adressé à des spécialistes. Fait 5 millions. Je me suis adressé à des spécialistes où bas de gamme, c'est entre 7 500 et 8 000 € l'heure. Et donc, des gens se permettent de prendre un jet privé pour arriver à Accra et prendre le vol d'Accra vers la destination. Au retour, ils font le sens contraire. Et ces gens sont au gouvernement. Comment est-ce que vous allez combattre la corruption quand c'est comme ça? Est-ce que vous savez que la CET, par exemple, investit, engloutit 100 millions par an dans le commande de champagne qu'on distribue pour les sommités de l'État? À la fin de l'année, on distribue les champagnes. Alors que ces services d'État ou ces institutions, eux-mêmes ont déjà un budget qui a des rubriques comme ça. Alors, nous, on paie les factures d'électricité. Quand tu ne payes pas, on vient, on te coupe le courant. Mais des gens se permettent de débloquer 100 millions de champagne. Donc, le champagne est devenu de l'eau qu'on boit comme ça. Et donc, ça, c'est des formes de corruption. Maintenant, tu as la corruption dont tout le monde parle. C'est de l'argent chez Kodjo, où il y a un projet sur lequel on a détourné de l'argent. Et donc, quand vous voyez le train de vie de l'État, et ce que je dis là, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a des choses, quand tu vas le dire, les gens vont tomber en syncope. Et ça se passe dans ce mais pays. déjà, ce que vous avez dit là, c'est assez grave. Moi, je pense que quand c'est comme ça, et que c'est les autorités elles-mêmes qui prennent cette habitude-là, elles ne peuvent pas lutter contre la corruption. Parce que dans d'autres pays, on oblige les ministres même à prendre des classes éco dans les avions. On oblige les ministres à prendre les classes éco dans les avions parce qu'on a besoin de cet argent pour développer le pays. Quand, par exemple, on donne 100 millions à Champagne, on investit 100 millions à Champagne, 100 millions, ça peut construire un lycée. Ça peut construire, je ne sais pas quoi, un dispensaire dans un village. Ça peut servir à arranger des toits d'école. Donc, nous n'avons pas besoin forcément d'aller demander aux gens, donnez-nous l'argent parce qu'on a un plan de développement, on a ceci. Si on gère bien les ressources qui sont à notre disposition. Et donc, après, on s'étonne que les sociétés d'État tombent en faillite. Que telle société est en faillite, telle société en faillite, telle société en faillite. Et donc, il faut d'abord partir par la réduction du train de vie de l'État. Vous plaiderez pour ça aujourd'hui. Oui, il faut passer par là. Il faut passer par là. Très bien. Il ne faut pas que des ministres qui soient au gouvernement prennent de l'argent dans les sociétés qui sont sous leur responsabilité, comme si c'était
une boîte à sous où ils peuvent envoyer leur maman, leur frère, leur soeur. C'est pas faux. Prendre de l'argent pour acheter des billets d'avion de 2 millions, classe affaires, 3 millions, classe affaires. Et ça se passe tous les jours dans ce pays. Très bien, on va revenir avec vous parce que vous avez fait un grand article sur le sujet. Déjà, vous aussi, vous avez écrit, Fabrice, sur le sujet par rapport à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Est-ce que la Plucia aujourd'hui, dans les conditions actuelles chez nous, pourra-t-elle aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire traquer les voleurs de la République? Oui, c'est la grande interrogation. Je suis d'accord avec Ferdinand par rapport à tous les aspects dont il a évoqué. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a certains dossiers brûlants où tout le monde a vraiment envie de savoir exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que les gens se jettent, l'autre dit non, c'est pas moi, l'autre dit c'est l'autre et tout ça là. Ça, au moins sur ces points-là, il faudra qu'on clarifie. Et maintenant, je crois que lorsqu'on aura clarifié, on a raté la base, on est à un niveau donné. Si on règle le problème à ce niveau-là, ça peut également impacter la base parce que dorénavant, les gens feront attention à tout ce qu'ils font. Et nous nous sommes posé cette question, est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir des efforts énormes pour pouvoir laisser Aplicia travailler. On a senti déjà qu'ils ont la volonté d'aller loin, mais on sait qu'à un moment donné, ça risque d'éclabousser certaines personnes qui peuvent se révéler même proches de la plus haute autorité du pays. Et donc, l'effort à ce niveau, c'est de se débarrasser des collaborateurs compromettants et embarrassants. Parce que est-ce qu'on aura le courage, justement, c'est votre question, d'aller jusqu'au bout? Oui, parce que généralement, on va vous dire que à un moment donné, tout a l'air de bien aller, on avance, et puis bon, après, ça s'arrête quelque part et finalement, on n'en parle plus. Oui, et donc, parfois, il peut arriver, je ne dis pas qu'il y a des collaborateurs compromettants, mais il peut arriver qu'à un moment donné, on en a vu au Cameroun. Oui, on arrive à une situation où il y a des collaborateurs, même les plus proches des chefs de l'État, qui ont également les mains sales. Et à ce niveau-là, il va falloir également éviter de faire le 2 poids 2 mesures, parce que lorsqu'on arrivera à une situation où on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, la lutte prend un coup. Et donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a également un autre aspect. Moi, je n'avais pas lu le contenu de l'article de Ferdinand, mais quand j'ai vu le titre, ça m'a amené à une certaine réflexion aussi. Ne soyez pas aussi surpris que lorsque la roue sera mise en branle, les gens viennent également vous dire qu'on est en train de leur régler des comptes. Moi, je dis ceci. Si on vous prend, si Aplicia vous prend et on vous dit vous avez détourné ceci, il faut vous défendre sur ce dont on vous reproche. Est-ce que ce qu'on vous reproche d'avoir pris, vous l'avez fait ou pas? Oui. Si vous ne l'avez pas fait, on passe à autre chose. Mais si vous l'avez fait et vous nous dites qu'on a profité de ça pour vous régler les comptes, là, ça fait votre problème. Parce qu'à un moment donné, les gens aussi, vous allez voir aujourd'hui des gens qui militent dans le parti au pouvoir, ils sont les plus zélés. Quand on dit à marche, ils sont les premiers à venir. Et tout ça, là, parfois, ça cache quelque chose. Ah oui? Ah oui, ça cache quelque chose. On joue aux militants zélés parce que lorsque viendra au moment de rendre compte, des gens pourront dire, ah lui, mais il fait beaucoup pour le parti. Pourquoi? Vous allez entendre ça ici. Et donc, je crois que c'est des pressions qu'il va falloir vraiment gérer et ne pas se laisser influencer. Qu'il soit militant de première heure ou de dernière heure, s'il a pris, il faut qu'il rende compte. Mais il ne faudrait pas que les gens viennent nous dire à un moment donné, oui, peut-être que, oui, entre-temps, j'ai dit au chef de l'État de ne pas se présenter en 2020. C'est pour ça qu'il me règle les comptes. On ne voudra pas. Et bon, à part cela, est-ce que ce qu'on vous reproche là, vous l'avez fait ou pas? Je crois que c'est à ce niveau, les citoyens, l'opinion doit focaliser son attention et éviter de tomber dans le piège en même temps, des gens qui se victimisent. On est en train de mettre une pression fou à Aplicia. Oui, bien évidemment, c'est pour cela la pression est immense, elle est réelle. Et maintenant, il faudra également aller jusqu'au bout, ne pas l'amener à un moment donné aussi à hésiter parce qu'on dit, oui, peut-être que je suis de telle origine, c'est pourquoi on me fait ceci ou cela, j'ai dû dire ceci à tel ministre, j'ai des problèmes avec le petit frère du chef de l'État, dans cette histoire. Mais à part tout ça là, est-ce que ce qu'on vous reproche, vous reconnaissez ou pas? Je crois que c'est à ce niveau, il faut focaliser les attentions. Loïc Lawson, sur la question de la corruption, cette bataille va être quand même difficile à mener dans un pays où finalement, quand on écoute Ferdinand et tout ce qu'on décrit là, on comprend que la mission de Aplicia, franchement, il faut être dur dans la tête pour avancer. Enfin, j'en sais absolument rien, mais bon. Mais bon, je sais pas, moi, Eric, toi, tu veux que je te dise quoi? Parce que moi, bon, j'attends de voir. Au fait, moi, j'attends de voir. Parce que
une institution aussi sérieuse qui veut faire du sérieux ne parle pas aussi comme Aplucia. Enfin, nous on veut du truc, du concret. On veut voir des actions. Et quelle est la force d'une institution pareille si elle n'est pas indépendante, si elle n'a pas les moyens de travailler, si elle doit aller faire la courbette à la primature pour demander les moyens, si elle doit aller à la présidence demander l'autorisation de lancer une enquête. Je vous disais l'autre fois ici que sur le c'est vrai ça. Mais attends, demandez-leur. Si c'est ce que je dis, il faut demander-leur. Sur le dossier FTF et trucs là, s'ils n'ont pas demandé, ils attendent le OK de la présidence. Oui, c'est pour ça qu'il a annoncé que bientôt ils vont lancer des enquêtes sur... Mais il attend le OK. S'il n'a pas le OK, ils ne vont jamais lancer. Non, ça ne sert à rien alors. Parce que c'est vraiment quelqu'un proche du dossier qui me l'a dit. Mais, comme ça, dans une causerie, j'ai dit, mais est-ce qu'il se rend même compte de ce qu'il est en train de dire? Qu'il faut demander l'autorisation ou bien demander, avoir le OK de la présidence de la République avant de lancer. C'est l'indépendance de nos institutions qui cause tout. Sinon, tout le monde a tout. Je viens. C'est l'indépendance de nos institutions qui cause tous les problèmes. Sinon, on a la Cour des comptes. Oui. Ailleurs, moi, je connais des pays où mais quand on dit Cour des comptes, tu blagues. Tu blagues, c'est des institutions, mais on les craint plus que le patron de la Cour des comptes, on le craint plus qu'on peut craindre le chef d'État. Mais parce que lui, il met son nez et sa tête partout. C'est des gens intègres et carrés. Tu as vu récemment, il y a même la directrice, comment on dit ça, du trésor, au truc là qui avait été tué là, ou en Guinée. Oui. Parce qu'elle n'accepte pas de faire sortir les sous n'importe comment, payer n'importe quoi, sans avoir la preuve que le travail a été fait. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, tout passe. Tel officier appelé, on paye. Toi aussi, tu as ceci, on paye. La corruption, c'est au-delà de la Sotoko, ou les entreprises d'État, quand Ferdinand parle des champagnes, moi je dis c'est petit, champagne 100 millions Ferdinand, c'est petit. Non, je sais. C'est petit, c'est que les gens font comme des gars. Il y a pire que ça. Champagne 100 millions, c'est combien? Il y a des champagnes, des caisses, même quand on dit un champagne de 100 millions, il y a des champagnes qui coûtent cher, ou combien de caisses ça va te faire? Ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose. Mais ce que les gens font dans ce pays pour saigner ce pays, Eric, c'est pas de la musique. Je vous ai dit ici, des cas banals, ça c'est le haut niveau. Le cas banal. J'étais parlé des magasiniers qui comptent des maisons à enchaîner dans ce pays. Parce qu'ils sont du même village seulement que le DG et qu'on les a nommés magasiniers dans telle société. J'en connais plein. Mais je sais de quoi je parle. Va à Togo solidaire. Vous en connaissez? Il y a combien de magasins là-bas? Il y a au moins deux. C'est des dossiers sur lesquels on va... Lui, il fait quoi pour avoir tout ça? C'est juste parce que tu es proche du DG, ou bien que tu es du même village, ou bien tu es de la même région. Oui, mais non, s'ils font le travail, il n'y a pas de problème. Mais magasinier paie à combien? Moi, je ne connais pas le salaire. C'est pour ça, dans un pays, il y a trop de désordre dans ce pays. Et nous disons la corruption, comme dit Ferdinand, quand les gens prennent les jets, quand les gens prennent un ministre qui sort comme il veut, pour aller, parce que lui, il a des... Parce que je connais des ministres qui sont pleins, qui n'ont pas de société sous leur tutelle. Oui, j'ai connu les ministres qui ont dit ça. Tu sais, Loïc et tel ministre travaille bien, ou bien la presse, il fait des actions parce qu'il a des sociétés sous lui qui financent ses actions. Facilement. Tu comprends? Et quand le ministre veut voyager, sa maman ou son papa, on paie le billet d'avion, classe affaires, les sœurs, classe affaires, et tout ça, la société, parce que le DG aussi est en train de se couvrir. Quand l'État recrute un travailleur, quand l'État recrute, l'État doit payer aussi sa famille. Non, c'est pour leur déplacement. Non, parce que ça dit ça. Non, c'est pas l'État qui paie dans ce cas. Tu sais, oui, mais quand un pays où quand tu es DG, oui, tu as facilement accès à la caisse. Les DG, c'est comme ça, parce qu'ils nomment le directeur financier proche de lui, l'auditeur interne proche de lui, et donc, tout est camouflé. Tu comprends? Donc, facilement, lui aussi, comme il sait qu'il a les mains et les pieds complètement mouillés, alors qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de... Le ministre qui est souvent le président du conseil de surveillance, il faut le calmer en l'arrosant constamment. Et en prenant soin de ses enfants, sa famille. Le président du conseil d'administration de la société, il faut tout le temps lui envoyer des cadeaux pour qu'il lui aussi ne parle pas de ses magouilles. C'est comme ça le pays fonctionne. Et quand ton dossier arrive quelque part, c'est le même, les hauts gradés. Il faut les alimenter. Alors quand ton dossier arrive, et ce sont eux qui protègent, vous dites non, en fait, ici on est bon DG quand on donne beaucoup d'argent à l'entourage du chef de l'État. C'est-à-dire on n'est pas bon DG par le résultat réel de l'entreprise. Mais on est bon DG quand on donne de l'argent de partout. Voilà, c'est ça le bon DG. Nous allons marquer une pause. Je donnerai la parole ensuite, Fabrice. On va marquer une pause. Il est 12h sur la radio.
Taxi Presse avec Fabrice Petizi, Loïc Lawson et Ferdinand Haïti avant de les retrouver pour la suite du débat. On a rétabli la liaison avec la rédaction de Taxi FM. Jean-Marie Leblanc, bonjour Jean-Marie. Eric, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Votre programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? Eh bien, environ 20 milliards de francs CFA sommes débloqués par le MCC au Togo pour le compte du programme Special. La signature de l'accord de don s'est déroulée jeudi à Lomé. La sécurité routière et la circulation sur la portion de Saint-Joe-Kégué, une voie non éclairée et causant des accidents graves de circulation. Le dossier de la rédaction est signé Abdoulaye Kondo. Enfin, sport avec la flexibilité de l'appel au boycott des habits de football du Togo. Ils vont bel et bien répondre ce week-end aux désignations sur le match des championnats. Le chien à bois, la caravane passe. Très bien, on vous retrouvera donc à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Merci beaucoup Jean-Marie Leblanc. Retour en studio et on ne continue pas à parler de la lutte contre la corruption. Vous voulez placer un mot avant, Fabrice? Non, je voudrais revenir un peu sur les présumées défenses folles au niveau de l'État. Je crois que généralement, il y a d'un côté le gaspillage et puis il y a d'un autre côté la corruption. Je crois que lorsque si vous prenez un jet privé pour aller, je ne sais pas, à Accra ou à Cotonou, s'il y a la traçabilité et qu'on vous a donné le OK, là on met ça sous le coup du gaspillage et là je suis d'accord qu'on en arrive un jour à une réduction du train de vie de l'État. Mais la corruption, c'est que, bon, vous vous organisez à ce qu'il n'y ait pas de trace par rapport à ce que vous prenez, ou alors vous détournez les projets et tout cela et autres. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, ce qu'il faut faire aujourd'hui, nous avons parlé des pressions qui peuvent naître par rapport au travail de Aplusia. Oui, ça existe. Elle ne venait pas dans un paradis quand même pour interroger les gens. Il y aura des difficultés sur le terrain. Mais ce que je voudrais également attirer, ce dont je voulais parler, c'est qu'il ne faudrait pas aussi qu'à un moment donné, Aplusia se cache derrière le fait que, bon, nous avons commencé à les passer. Je crois qu'ils peuvent commencer par donner les exemples de démission. C'est-à-dire aujourd'hui, quand par exemple, je ne suis pas d'accord quand mon confrère dit qu'ils attendent le quitus du chef. Quel quitus? Vous avez été créé officiellement, on vous a dit, bon voilà, c'est votre boulot. Pour moi, c'est le quitus déjà, quoi. Il n'y a plus un autre quitus à avoir. Vous savez, au temps du général Yadéman, il y avait une commission comme ça qui avait été créée, et puis des gens sont allés arrêter des gros. Ils ne devaient pas aller là-bas. Et on a vu que leur... Oui, c'est pour cela que je dis il faudra qu'ils inaugurent la culture de la démission. C'est-à-dire, si à un moment donné, moi je considère que le jour où Aplusia a été mis sur pied, lancé, c'est tout de suite pour dire que vous avez le quitus pour faire votre boulot. Maintenant, dans la pratique, si à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a des pressions quelque part, si vous n'arrivez pas à faire votre boulot, c'est pas la peine aussi de toucher les perdièmes qui vous reviennent. Vous dites, bon, ce pourquoi on m'a demandé, je veux faire, mais j'ai des difficultés, on m'empêche de faire mon travail, je démissionne. Parce que ça serait, on va être ici, ils vont faire 10 ans. Et bon, on appelle les gens dans les coulisses pour leur dire, ah, nous on voulait faire, hein, c'est parce qu'on est arrivé ici, il y a eu ceci ou cela. Quand il y aura ça, dites-le. Et si ça ne va pas, vous rendez le tablier. Et maintenant, l'histoire gardera que vous avez voulu travailler, on vous a empêché, vous avez rendu le tablier. Mais si vous êtes là, dans le pays, bon, le traquant, on te donne un poste. Si aujourd'hui on me dit de faire la patrouille, je dirais je ne peux pas. Parce que je n'ai pas la capacité pour le faire. Mais je ne vais pas aller prendre l'argent de la patrouille alors que je ne suis pas capable de le faire. Donc, au moment où on vous confie le poste, vous savez ce qui vous attend. Vous savez que ce n'est pas les pauvres mécaniciens que vous allez arrêter au bord de la route. Vous savez que vous aurez affaire à des gens qui peuvent même être capables de vous enlever la vie. Et donc, vous prenez vos responsabilités. Mais si à un moment donné, bon, vous faites de la complaisance et puis finalement, on ne voit rien, et vous chuchotez aux gens que j'ai voulu, mais c'est elle qui a fait ceci ou cela. Moi, je ne m'aligne pas souvent derrière. D'accord, oui. Merci beaucoup, Fabrice. Oui, Ferdinand. Si on avait une justice qui travaillait vraiment, on n'avait pas besoin de créer toutes ces histoires-là. Parce que
une commission de lutte contre la corruption, en réalité, on n'en avait pas besoin. Parce qu'il y a déjà l'inspection générale de l'État, il y a l'inspection des finances, il y a l'inspection du Trésor. Et dès que quelqu'un quitte sa fonction, il y a des contrôles réguliers. Oui. Et quand la personne prend des libertés avec l'argent public, le procureur s'en occupe rapidement. Et puis on enclenche les procédures. Mais comme tout ça, ça ne fonctionne pas, alors on met à côté une commission anticorruption, tout ça c'est pour les partenaires, en disant oui, nous avons la volonté de combattre la corruption, mais en réalité, cette commission sombre rapidement dans la léthargie. Dans l'analyse, nous sommes repartis de la Commission nationale de lutte contre la corruption qui avait été créée au temps des ADEMA. On a vu comment elle a fini, on a vu les dégâts que ça a créé, parce que le système en réalité fonctionne comme des clans. Et à un moment donné, avec cette commission-là, il y a un clan qui prendra toujours... de compte. À travers cette commission-là, certains ont été touchés, d'autres n'ont pas été touchés, et cette commission a fini par disparaître. Elle est morte de sa propre mort. Parce que les membres, à un moment donné, ne faisaient plus rien, ils allaient seulement à des conférences sur le plan international, jusqu'à ce que sur ces cendres, on crée, par la loi du 28 juillet 2015, la nouvelle commission qu'on a là, la haute autorité de lutte contre la corruption. C'est de ça qu'il s'agit au fait. C'est-à-dire que les pressions, ce n'est pas nous qui les exerçons, mais comme les systèmes fonctionnent en clans et que les clans ne s'aiment pas, et que certains clans cherchent à détruire d'autres clans dans le même système, il est fort possible qu'à un moment donné, certains puissent utiliser la lutte contre la corruption pour régler des comptes. Oui, parce que c'est des... Mais Fabrice, ça quelque chose. Est-ce que ceux à qui on leur règle des comptes, qu'est-ce qu'on leur reproche, ils ont fait oui ou non? C'est-à-dire que... c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Ça c'est aussi une réalité. Mais il y a aussi la réalité des clans. Par exemple... nous, on s'en fout des clans. Mais il y a aussi cette réalité-là. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce n'est pas réellement une lutte contre la corruption. C'est le bout de l'analyse que je veux arriver. Règlement de compte. C'est-à-dire que la fin de l'analyse, c'est ça. Quand ça rentre dans le règlement de compte, ce n'est plus la lutte contre la corruption. C'est qu'on enlève un clan, on met un autre clan pour continuer les mêmes dégâts. Pratiques en réalité. Je ne sais pas si ce que je dis, vous c'est ça. Et donc, la peur, c'est que on aboutisse à ça, parce que tout le pays est pourri, et donc, en réalité, si on devait combattre, on doit raser tout le monde. Il y a le cas de la TVT, par exemple, où on a interrogé des gens, et quelqu'un dit oui que lui, c'est un comptable, il dit oui que lui, il a utilisé une partie de l'argent pour faire la campagne, pour faire la sensibilisation pour le parti dans son village. Ah bon? Et Fabrice venait de le dire, moi je tiens à apporter ce témoignage. Et on lui pose la question, qui t'a autorisé à prendre l'argent de la TVT pour aller faire la sensibilisation pour unir dans ton village? Et on a vu son village par rapport au montant qui manquait à l'appel. On a vu que c'est un petit village, on ne pouvait pas utiliser autant d'argent pour faire la sensibilisation dans ce village-là. Mais ces personnes n'ont pas été arrêtées, ils ont juste été relevés de leurs fonctions. Ils circulent librement. Ça veut dire qu'ils ont le temps même de faire disparaître des employés à la télévision. Oui, il y a deux comptables qui ont été relevés à la TVT. Et donc, ils ont même le temps de faire disparaître, comment l'appelle-t-on, les traces. Et donc, je pense que nous pensons dans cette analyse que s'il faut lutter contre la corruption, il faut y aller. Et il faut y aller de manière sans des interférences, sans règlement de compte, mais il faut y aller. Et si des gens ont pris les libertés avec l'argent public, il faut les sanctionner. Et moi, je plaide pour que on puisse faire une relecture du code pénal. Parce que c'est trop facile, quand on fait les relectures du code pénal, on essaie d'incriminer les journalistes ou les petits voleurs, tout ça. Il faut mettre dans le code pénal, si tu voles l'argent de l'État, tu prends 20 ans. Si quelqu'un sait qu'il a pris l'argent de l'État, on le prend, il sait très bien que quand il arrive devant le juge il rit seulement, le juge dit bon, tu as pris, d'accord. En même temps, c'est facile, non? Vous prenez l'argent de l'État, vous remboursez. Il faut rembourser. Vous prenez 20 ans et vous remboursez. Oui, durant les 20 ans. Et quand on va prendre 2 ou 3 personnes, et qu'il va passer 20 ans loin de sa famille, d'autres personnes ne vont pas voler. C'est comme ça qu'il faut arriver à ça. C'est l'extrême, ça. Ah mais attendez, il y a une autre localisation. Sinon on renvoie les gens en prison à vie. Mais il y a un truc qui passe inaperçu, qui est passé inaperçu, et qui est notre façon de légaliser le vol dans l'administration. C'est que, et récemment, je crois que les députés ont voté une loi qui permet à un fonctionnaire de faire des affaires. Oui, ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 4-5 ans qu'on a voté ce texte. Non, oui, mais ils l'ont, je crois, réactualisé. C'est dangereux. C'est très grave. C'est grave. C'est vrai que, comme ça n'a pas été trop de médiatisé, beaucoup de fonctionnaires ne savent pas, mais c'est trop facile.
un fonctionnaire d'État, demain, il va justifier sa richesse parce que lui, il a telles affaires ici, telles autres affaires. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas déclarer les biens finalement. Ah oui. Il y a contradiction. Au fait, si ça, les gens ont voté cette loi. Beaucoup de gens ont créé des sociétés, des boîtes de consultants, et qui prennent des marchés dans des boîtes eux-mêmes ils travaillent. Quel consultant, même consultant, c'est petit. Les gens, tous les gros marchés, les gens voient dans la boîte ce qui est gros marché, eux-mêmes créent des entreprises parallèles, et ils prennent ces marchés. Ils sont payés immédiatement. Ils amènent des cabinets bidons. Et tu vois comment on est en train de légaliser le vol dans le pays. C'est-à-dire, là, on est en train de légaliser le vol. C'est-à-dire, le monsieur est dit très clairement, voilà, moi, j'ai telle affaire ici, c'est pour ça que j'ai tel bien. Tu comprends? Voilà. Et ça, il sera difficile quand on va lui dire de justifier, il le justifie comme ça facilement. Et ça, je me dis, ceux qui ont fait voter ça, c'est parce que les gens savent qu'ils ont assez amassé, volé. Alors, il faut maintenant trouver une loi pour essayer de camoufler tout ça. Alors, il y a un auteur qui nous dit que la corruption est bien nourrie lorsqu'au sommet de l'État, des gens refusent de déclarer leurs biens. Et le frère de la corruption, c'est le vol, nous dit donc l'auditeur. On donnera la parole aux auditeurs tout à l'heure. Un autre auditeur qui semble vous féliciter. Merci à lui, ça n'arrive pas tout le temps. Alors, je profite de l'occasion pour interpeller la municipalité pour les échangeurs métalliques devant les grands établissements comme l'Université de Lomé. Ils n'ont qu'à voler un peu à Accra. Pour dire des passerelles. Des passerelles, voilà. Pour les piétons. Pour les piétons, bien entendu. Oui. Un auditeur qui nous dit, je tombe des nues avec les révélations de Ferdinand, mais il faut noter que tant que Nyonfam et Assor ne sont pas inquiétés dans les affaires de la route Lomé-Vaughan-Enfoin, Aplusia ne réussira pas, nous dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, les gens sont riches plus que le Togo, viens voir à Agoué. D'accord, très bien, quand on aura le temps, on sera là. Vous faites un bon boulot, que Dieu veille sur vous. Le Togo est pourri, et de la tête, de la queue jusqu'à la tête. Tout ça, c'est l'usure du pouvoir, nous dit l'auditeur. Et il y a un dernier message qui nous dit, est-ce que Aplusia se rappelle d'un article de notre code pénal qui dit que si quelqu'un a volé l'argent du pays jusqu'en 5 ans et il n'a pas été interpellé, la loi ne s'applique pas? C'est vrai? Oui, ils ont un article comme ça qu'ils ont mis dans le code pénal aussi. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans... Ah ouais, et puis le crime est effacé, il y a une prescription. Ils ont mis ça aussi. Ça dit que c'est incroyable. Les gens... C'est incroyable. Les gens, au même moment, ils créent des dispositions. Ça dit qu'il faut annuler tout ça pour poursuivre les gens. Ils créent d'autres pour protéger. Il faut annuler. Tu vois, c'est du camouflage permanent. On fait de l'enfarinage, comme on dit, on enfarine c'est de la diversion. Je voulais qu'on aborde un autre sujet, et ça, après on va parler de médicaments avec Fabrice et de la corruption avec Ferdinand. Loïc, c'est vous qui avez sorti un article cette semaine, et cela, on l'a vu de toute façon, le Conseil des ministres qui a été délocalisé à Tabligo cette semaine, c'est du jamais vu. C'est vrai qu'on voit le Conseil des ministres à Accra très régulièrement, mais dans les villes comme au sud du pays, à Tabligo, c'est une première. Mais vous, dans l'article que vous avez fait, hier, ce qui vous a intéressé, c'est l'intérêt réel, le gain pour les populations, le plus-value pour la ville de Tabligo. Vous pensez que c'est essentiel qu'on puisse raisonner comme cela? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et moi, jusque-là, j'ai suivi de près, comment vous appelez ça? Le communiqué du Conseil des ministres? Non seulement le communiqué, mais la cellule de communication. La présidence qui habitude, normalement, trouve toujours quelque chose à dire pour parler un peu de cela, pour nous dire, bon, voilà, suite à ce conseil, voilà ce que Tabligo gagne, voilà, c'est rien. Ça dit, l'initiative en soi, elle est bonne. Vouloir délocaliser un conseil des ministres, c'est une bonne chose. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est qui a eu cette idée d'abord? Pourquoi est-ce que vous voulez savoir? Oui, c'est l'idée. La perception, on l'entend depuis mercredi. Qui a eu l'idée de délocaliser le conseil des ministres? Pourquoi Tabligo? Mais on s'est chamaillé longtemps avec certaines personnalités autour de ça, la veille. L'intérêt, c'est quoi? Et tu sais, c'était puisque c'était la veille de mon bouclage, c'est-à-dire c'était le jour de mon bouclage. Alors j'ai failli sur soi un instant agitatif parce que à un moment il y a des aînés ou des personnes assez averties qui me disaient attendons de voir, peut-être qu'il y a une surprise. Tu comprends? Genre
il y aura une inauguration à la fin, peut-être qu'il y a un truc du genre, un dispensaire à inaugurer, une école à inaugurer, ou soit le problème de, comment vous appelez ça, de la main-d'œuvre, puisqu'on en a parlé dans l'article, la main-d'œuvre à SOACM et tout ça, on sait comment les gens sont exploités, tout le temps les gens meurent, et que le chef d'État allait descendre sur le terrain, écouter les ouvriers, la main-d'œuvre locale, et les confronter avec peut-être les hindous, les Indiens qui narguent tout le monde, et ça dit créer le mule. Et demander que les choses changent. Il y a eu tellement d'hypothèses dans ma tête qui tournaient, j'attendais quelque chose. Mais au finish, on a un conseil des ministres, on dit qu'il y a eu un grand oral, ou je ne sais pas... entre le gouvernement et les représentants des populations. Un grand oral, et ce grand oral ailleurs, c'est du direct, quoi. On sent que c'est du sérieux, quoi. Tu comprends? Et puis c'est fini. Et le Conseil des ministres, sous une tente climatisée, avec tout ce qu'on connaît, ce que coûte cette tente, je te dis entre 50 et 100 millions, on sait qui gagne ces marchés, habituellement, et à qui, en retour, eux aussi, ceux qui profitent. Voilà, ceux qui profitent. Parce que je connais très bien un peu ce dossier-là. Alors, on va dans un terrain de foot, ailleurs je me suis dit, mais attends, c'est ridicule. Un terrain de football, déjà, est censé être, si c'est un terrain de foot, il est censé abriter des bureaux, des locaux de réunion. Sous les tribunes, c'est-à-dire... des conférences. Il y a des salles de conférences. Alors, c'est déjà... C'est Tabligo, c'est pas Lomé, c'est Tabligo. Oui, mais on est parti sur c'est au stade, non? C'est dit que c'est au stade. On n'a pas dit que c'est sous une tente qu'on a déplacé de Lomé, on dit c'est au stade de Tabligo. C'est ça qu'on a dit. Mais sous une tente. Moi, c'est censé à côté. Maintenant, tout cela, j'ai dit, il y a encore de l'excuse. Si jamais il n'y a pas eu ces visites, il n'y a pas eu inauguration, il n'y a pas eu il y a des excuses. L'excuse, c'était quoi? Je m'attendais à ce qu'on dise, comme on a l'habitude de dire quand il y a des conférences à Lomé, qu'il y a une plus-value parce que les commerçants vont faire des affaires, les restaurateurs vont faire des affaires, et ceux qui font les locations dans les voitures vont faire des affaires. Et ce qui est vrai. Alors, à Tabligo, j'ai cru que, et aussi on allait créer un événement en disant peut-être, on dort là-bas. D'abord, le président de la République insiste pour que les gens dorment là-bas. Ça veut dire que dormir là-bas, on insiste pour que personne ne vienne avec à manger. C'est-à-dire c'est à Tabligo, il faut faire des affaires avec les commerçants de Tabligo, aller leur payer les boissons. Ils vont dormir où? Il n'y a pas d'hôtel à Tabligo, vous savez. Oui, c'est ça que j'appelle la plus-value. C'est-à-dire qu'il faut qu'à Tabligo, même si on ne dort pas, qu'on dise le déjeuner, tout. Ou s'il y a déjeuner, ou bien s'il y a à boire, ou bien qu'on demande à tous les ministres, allez faire des achats dans les boutiques, dans les marchés, et remplissez vos 4 taxes. Pour qu'au moins les commerçants sentent que quand vous êtes venus, vous n'avez pas seulement laissé de la poussière. Vous savez, le gouvernement s'est déplacé en bus de Lomé à Tabligo. Mais je refuse. Il n'y a pas de 4x4. Je viens. Arriver là-bas, aller faire des achats. On a vu le président qui est parti quelque part au nord dans un marché, il a acheté du pain. Il a acheté du pain. Au moins ça a fait des affaires pour cette femme. Oui, mais vous en avez parlé abondamment, vous vous rappelez? Non. Bon, maintenant, moi là, je ne dis pas d'acheter du pain, mais c'est d'aller dans les marchés, parce qu'il y a des ministres chargés au moins du marché, de ces choses-là, aller dans les marchés, faire des achats, faire rentrer, je ne dirais pas des devises, mais des biens neufs que les commerçants n'ont plus vus, ça fait longtemps, et au moins, une autre localité dira, ça contribue à quelque chose. Au moins, s'il y a eu ces idées ont accompagné, si c'est au moins ces initiatives ont accompagné l'idée, j'allais comprendre. Mais juste là, on est parti poser une tente, passer quelques heures, la tente est déjà repartie, des millions coulés, et la population a gagné quoi? Moi, c'est ça, l'inquiétude. Et c'est ma question, parce qu'à ce jour, juste là, quand tu demandes à la population, à part la veille, la torture qu'ils ont subie, c'est-à-dire les difficultés qu'ils ont subies à circuler, puisque dès la veille, la sécurité, dès la veille, la ville était sécurisée, ils te disent qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. On parle de poussière également à Tabligo, qui est une ville minière. Oui, ça, on ne peut pas s'en passer de toute façon. Oui, je regardais de façon émerveillée mon confrère quand il parlait, mais ce n'est qu'un simple conseil des ministres. Il parlait comme si c'est les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, on allait organiser à Tabligo. Oui, mais justement, c'est le bruit qu'il y a eu autour de ça qui m'amène à dire non, le bruit, oui, justement, c'est-à-dire vous avez donné de l'importance à un événement qui ne méritait pas cette importance. Ah non! Peut-être que c'est parti des réseaux sociaux, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, sinon ils auraient pu aller, mais là où ça a rattrapé le gouvernement, effectivement, les gens ont vu des tentes qu'on dressait.
ils peuvent se poser la question, mais pourquoi on dresse les tentes? Et ils finissent par avoir l'information selon laquelle enfin, il y aura un conseil des ministres à Tabligo. Sinon, il y en a à Lomé à quoi quand il y a conseil des ministres? Il y en a eu à Nontien, à l'hôtel Le Berceau. Oui, justement, l'hôtel a eu, il y a eu une plus-value. Oui, Nontien a eu quoi? Parfois même ils sont allés à Nangbeto, ils l'ont fait à Kara. Mais maintenant, le cas de Tabligo, c'est qu'il n'y avait pas une infrastructure qui pouvait accueillir l'événement. Et donc les tentes ont attiré l'attention des gens, ils ont cherché l'information, ils ont su que c'est quoi. Sinon, à part ça, le conseil des ministres, bon, il y a que c'est ça quoi. Il n'y a pas à attendre autre chose que ça. Mais par contre, il y avait un projet en 2005 ou en 2006 par rapport à la célébration du 27 avril qu'on avait annoncé, mais l'idée n'était pas aller loin. Ça a commencé à dépendre, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que chaque année, on va organiser le 27 avril dans une autre localité que Lomé. Et ça, au moins, avec ça, on aurait pu déjà, par exemple, quand on finit cette année, on dit l'année prochaine, c'est telle localité, on peut déjà penser à créer des infrastructures pour essayer d'accueillir l'événement et faire de telle sorte que, après le départ des invités et tout cela, ça puisse également servir à quelque chose. Sinon, si c'est un conseil des ministres, je sais pas ce que... Donc on mobilise les élèves, ça aussi c'est le zèle, tout ça là et autres. On n'a pas besoin de ça, ils font leur conseil des ministres, on a le communiqué comme on l'a souvent. Mais c'est une bonne chose de délocaliser l'événement comme cela. Mais les retombées, je ne pense pas que c'est le fait d'organiser un conseil des ministres dans une localité qui peut permettre à cette localité-là de... Quel commentaire vous en faites aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, hein, ça pose le problème de l'absence d'infrastructures dans nos villes secondaires. Non, je crois qu'il faut à un moment donné arrêter de divertir les gens par des histoires comme ça. Parce que ça, c'est le constat même de l'échec de la gouvernance. Et il faut le dire. Et Loïc a parlé du terrain de Tabligo ou du stade, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Voilà. Quand vous prenez le programme de Faure Gnassingbé en 2005, les 25 ou les 20 plus, il avait dit qu'il allait construire 1000 stades. Oui. Dans le programme, oui, je l'ai encore. Oui. Ouais. Et nous sommes 13 ans après, il n'en a pas construit un seul. Et voilà la conséquence, ils vont faire un conseil des ministres sur un terrain, c'est pas un stade, un terrain. On a pris un truc là, on a rasé. Le truc de Notien, c'est de la comédie. Excusez-moi. Et donc, vous voyez bien que ce conseil des ministres a plus fait dépenser de l'argent que ça en a apporté à la localité. Parce que les tentes climatisées, 1 mètre carré, est facturé entre 10 ou 15 000. Les tentes climatisées. Il y a eu les chapiteaux à côté. Vous avez vu, à côté des tentes climatisées, il y a eu les chapiteaux. Il y a eu les décorations. Il y a eu les tapis. Il y a eu tout ça. Il y a eu la bouffe qu'on a délocalisée. Il y a eu tout un tas de choses. Au bas mot, vous allez vous en sortir avec peut-être plus de 50 millions, 60 millions. Alors que cet argent-là aurait suffi à construire un établissement. Vous savez que l'hôpital de Tabligo... Pourquoi vous voulez à chaque fois construire un établissement? Mais il n'y en a pas. Oui, je suis désolé. Mais vous savez que l'hôpital de Tabligo n'a pas de radio. Nous sommes dans une zone minière. Et que le bloc même d'accouchement est dans un état délabré. Les gens vont, quand il y a des complications, les gens vont accoucher à Fagnan. On prend des gens et la route n'était pas bonne pour aller jusqu'à Fagnan pour faire les accouchements. Et quand vous arrivez dans la zone, la seule route qui traverse la ville, si on peut encore appeler ça ville, ça passe juste au rond-point là et puis ça continue, ça va vers l'autre côté. Quand tu vois le tribunal de Tabligo, il est tellement poussiéreux que tu n'as même pas le courage d'aller là-bas pour qu'on fasse un jugement. Tous les bancs sont poussiéreux et depuis la nuit des temps. Et donc, je pense qu'au lieu de dépenser l'argent pour déplacer toute une logistique, certains ont eu encore ce que Loïc a l'habitude d'appeler un agoplan. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont organisé ça, ils ont facturé, ils ont pris leur argent. C'est tout. Et on a dit au président, bon, il faut déplacer un conseil de ministre à Tabligo. C'est ça que derrière, ils ont un business et ils vont facturer ça. Ceux qui ont déplacé les tentes climatisées, c'est ceux qui font souvent les choses à la fontaine lumineuse, commissariat central. Exact. C'est ceux qui décorent le lieu là. C'est leur business ça. C'est les mêmes individus. Oui. Et donc, on ne peut pas continuer. Mais vous ne leur reprochez pas grand-chose, hein. Ils font le travail. Non, ils font le travail, comment ça? Les gens ne peuvent pas s'organiser pour embarquer l'État. Non, justement, on a demandé... Là, je dis, ce qui dérange à Tabligo, c'est qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Oui. S'il y avait des infrastructures, il y avait un hôtel, le gouvernement serait allé faire son conseil. C'est le fait d'installer les tentes. Pour faire un conseil des ministres. Les gens ne peuvent pas s'organiser pour anarquer l'État. Vous savez que quand on a fait le congrès d'unir à Sévier, il n'y avait pas de salle.
Oh, Thiéviers, c'est le chef-lieu de la région maritime. Il y a un seul hôtel, ou bien, je ne sais pas si c'est un hôtel ou une auberge, à l'entrée de Thiéviers, je ne sais pas comment on l'appelle. Quelqu'un a dit que tiens, tu rentres là-bas, il y a les cafards et tout ça. Donc ça, c'est la région maritime, le chef-lieu de la région maritime. Il n'y a pas d'hôtel. Il y a des hôtels. Non, il n'y en a même pas. Je ne parle même pas de haute standing. Je ne dis même pas de haute standing. Alors, comme Loïc l'a dit, dans cette région-là, tous les industries d'extraction minière sont là-bas. Sky Togo, Wassem. On veut même amener des Marocains, Dangote et tout ça. Normalement, il faut prendre des mesures fortes dans cette région. Absolument. Où les gens voient on arrache leur terrain, ou là-bas, on prend les terrains, on ne dédommage pas les gens à la hauteur de ce qu'ils perdent. Parce que quand vous arrachez les terrains, il y a des incidents sur l'agriculture. Quand on rase les choses pour faire l'extraction, il y a des incidents sur l'environnement. Il y a des gens qui sont malades à Tablibo, il y a les problèmes d'eau, les problèmes de dents, parce que la mine qui est à côté est au cœur de la ville. Donc il y a des décisions fortes à prendre. Vous n'allez pas mettre une tente climatisée là, vous venez en bus, tout veste, tout ça, et puis bon, on se déplace quelques chefs cantons, certains sont assis sur des bancs et tout, et puis bon, on sort les élèves, on fait un bain de foule, et puis on repart. Alors, ce n'est pas la peine de faire tout ça pour gaspiller 50-60 millions. Il fallait tenir le conseil des ministres à Lomé, et prendre les 50 millions, les 60 millions là pour faire... On veut être proche des populations, on veut savoir les problèmes, les difficultés. Non, on a une administration, on a des ministres qui sont proches des populations et qui remontent les problèmes des populations. Les ministres ont eu l'occasion de parler aux populations qui les ont interpellés, en tout cas leurs représentants. C'était formidable quand même d'aller de cette population. C'est une comédie. Bon, peut-être qu'il y a un avantage, la communication autour de Tablibo, puisque depuis cette semaine on en a parlé. Oui, bien sûr. Ça a permis de savoir que l'hôpital ne tient pas et tout ceci ou cela aux yeux. Il n'y a pas de pharmacie qui tient non plus. Mais c'est vrai que par rapport aux ristournes liés à l'exploitation des mines, il faut faire peut-être s'approcher de l'ITUE pour voir que depuis quelques années, un petit effort est fait. Il y a près de 300 millions qui est reversé. Je ne sais pas si c'est à la préfecture de Vaud. Délégation spéciale. Il y a la délégation spéciale. Donc que la cagnotte soit beaucoup plus grande, ça c'est une autre. Il y a tout un réseau qui je voulais qu'on écoute les auditeurs. Hein. Ils ont la possibilité à partir de maintenant de nous appeler sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons déjà un tout premier auditeur au bout de fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Ferdinand, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Et tout le reste, je vous salue. Très bien, nous vous écoutons. Oui, et lorsque vous portez des critiques contre ce pouvoir, moi, je trouve que c'est une façon de les classer parmi les pouvoirs. Ce pouvoir est à l'image de la France négativement. Il a copié tout juste le côté négatif de la France. Vous prenez par exemple la Constitution. Notre Constitution, c'est presque la Constitution de la 5e République française. Et on ne l'applique pas. Au mieux, on utilise certains articles, certaines parties de cette Constitution pour blâmer, pour faire ce qu'on veut. Alors, ce déplacement-là, on voudrait imiter certains pouvoirs où le chef de l'État sort pour prendre le bain de foule. Et ça s'arrête là. La répercussion, ce que ça va donner, on s'en fout. Et au mieux, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est pour profiter. Les gens vont profiter pour se faire du sou. Ça, c'est inévitable. Alors, oubliez que nous avons un pouvoir responsable. C'est ce que moi j'ai toujours dit. C'est un groupe de personnes, d'amis, qui sont là pour nous exploiter à fond. Alors, je me demande ce que tous les Togolais vont devenir. Parce que moi aussi, je pense rentrer dans leur réseau un jour. Sinon, je vais mourir pauvre. Ah oui? Oui. Tout le reste, c'est parce qu'il faut les attendre pour qu'ils améliorent nos conditions de vie. Mais nous allons mourir pauvres. D'accord. Il vaut mieux que nous rentrons dans leur rang aussi. D'accord. Il a dit tout à l'heure qu'il y a des gens à côté de la fontaine lumineuse qui se sont organisés. Et vous les avez approuvés. Quelqu'un disait, où est mon mal? Aucun. Merci beaucoup, monsieur Magolo. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Jerry. Monsieur Jerry, comment allez-vous? Je suis en vie. Très bien, nous vous écoutons. C'est juste pour remercier les journalistes qui sont là aujourd'hui. Fabrice, Loïc et Loïc, tout le monde est sur la même ligne aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression que vous dites la même chose à longueur de journée.
et qu'il n'y a pas de changement. Nous, on a que ça à faire. Quand est-ce qu'on aura le changement? Vous dénoncez tous les jours. Et on vous écoute. Et on applaudit. Et personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Et comme l'a dit l'autre à la voix fine là. Ferdinand Ferdinand, j'aime beaucoup sa voix. C'est difficile de combattre la corruption. C'est difficile. Mais on ne va pas, parce que c'est difficile, croiser les bras. Et quand ça ne vient pas du sommet, quand le président n'est pas capable d'aller dire voici ou bien voilà ce que j'ai comme bien, comment vous voulez que les autres suivent? Tous ces gens-là, ils sont là pour profiter. Et jusqu'à quand? D'accord. Sortez, vous allez voir les jeunes dans la rue, ils n'ont pas d'avenir. C'est vrai. Tu les approches, ils vont te dire, oh bon, moi, je viens de finir, j'ai eu mon bac, j'ai commencé l'université, je ne vais plus à l'école. Je les regarde et je me dis, quel est l'avenir de ces jeunes-là? D'accord. Et pourquoi ils ont un président jeune? Secouez les choses. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Yeri. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un troisième auditeur. Allô? Allô, Tassiefa. Oui, bonjour, cher ami. Je vous dis bonjour aussi. Je vous remercie d'abord pour le travail que vous faites pour ce pays. Quel est votre nom? Moi, c'est Gérard. Nous vous écoutons, Gérard. Oui. Bon, dans la semaine, le sujet qui m'a intéressé, c'est que est-ce que le Togo a besoin aujourd'hui d'un déplacement du conseil des ministres pour pouvoir avancer? C'est la question que moi je me pose. Si aujourd'hui on nous a dit que le chef de l'État a besoin d'aller à Tablibo, je ne sais pas, avant de donner les routes ou bien avant de faire une infrastructure là-bas, est-ce que la préfecture de Vaud a besoin d'accueillir un conseil de ministres avant de vous donner la route de Lomé à Vaughan? Si c'est ça, nous aussi on a besoin de ça dans la préfecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérard, merci de nous avoir appelé. Justement un auditeur qui aussi un autre qui nous dit, affaire de conseil des ministres à Tablibo n'est que de la diversion et de la comédie, ne perdez plus votre temps et énergie pour en débattre, d'accord? Ce conseil des ministres n'est que la consécration du gaspillage, de corruption de haut niveau, nous dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, en fait ils ont compris que ça va les imposer la construction des infrastructures qui ne veulent plus délocaliser le 27 avril. Imaginez qu'on délocalise le 27 avril à Tablibo, les gouvernants auront chaud, nous dit donc l'auditeur. De Tablibo à Zongo Fort, Nyasingbe vient de commencer sa pré-campagne pour 2020, commente un autre auditeur. Est-ce que M. Fort Nyasingbe sait que même à 100 ans, il ne peut pas rattraper ce retard, creuser les 38 ans de son papa et ses 14 ans? Chers journalistes, aidez-nous à libérer le Togo. Écoutez, par quel moyen nous on est à la radio? Un autre auditeur qui nous dit, il ne faut pas oublier que le préfet de Yoto est le frère du premier ministre Klassou. C'est un jeu et Yoto n'est pas associé à ce jeu. Il y a de soi-disant hôtel à Tchévier et Mélissa à l'entrée et Saint-Georges au beau milieu. C'est pas suffisant, c'est tout ça ressemble même pas au salon d'un baron uni, elle dit donc l'auditeur. Il y a vraiment des auberges. Il y a notre auditeur qui nous dit le fonctionnaire d'État ne doit pas accumuler son activité principale qu'avec d'autres activités secondaires, sinon il sera frappé d'incompatibilité. C'est ce qui nous enseigne les ministres. Et ça c'est Aristote qui dit ça depuis le temps ancien. Des siècles. Très bien. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire par votre que je viens d'écouter au niveau d'éditeur ou ajouter un autre mot. Je voulais, puisqu'il va être là dans 2 minutes, avoir votre avis sur ce qu'on est en train de vivre au niveau de la C14 aujourd'hui. C'est aussi un débat qui est dans l'opinion. Vous en avez parlé dans votre journal mercredi, Fabrice. Oui, mais je crois que la C14 traverse un problème qui est plus ou moins normal. Quand vous voyez un peu la situation politique du Togo depuis les années 90, il y a toujours eu des coalitions, des alliances de partis politiques au gré des événements. Et donc, naturellement, quand vous vous regroupez pour un objectif et que l'objectif n'est pas atteint, il y a toujours
cette tendance à vouloir faire les choses autrement. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, l'objectif de la C14 était clair, ils l'ont signifié, mais aujourd'hui, ils n'ont pas atteint cet objectif. Il y a de quoi que certains puissent élever le ton pour dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas voir les choses autrement? Et dans cette volonté de voir les choses autrement, il y aura forcément des dissensions. Mais est-ce que le groupe peut rester toujours compact? C'est la question. C'est la question. Oui. Oui, mais écoutez, si on ne peut pas indéfiniment aussi à la tête d'une organisation où chaque fois on crée des coalitions ou bien je ne sais quoi, et indéfiniment toujours se cogner la tête, dire que chaque fois on fait des erreurs. Écoutez, moi, je n'ai pas du tout, je suis pas du tout tendre vis-à-vis par exemple de la patronne de Adjamagbo, qui à mon avis se fait maîtriser ou se fait elle n'écoute tout le monde en réalité, mais elle n'écoute que beaucoup plus qu'une seule personne qui la maîtrise et qui la pousse à faire des erreurs. Et moi je dis, Adjamagbo doit pouvoir, soit elle démissionne, elle rend le tablier, soit elle prend son indépendance pour prendre des décisions ensemble avec le grand groupe qui vont aider le groupe à avancer, parce que dans les erreurs qu'ils ont fait, c'est pas tout le monde dans le groupe qui a été aveugle. Il y en a qui ont vu venir, qui voulaient qu'on ne prenne pas la trajectoire souhaitée par Adjamagbo et son ami, mais plutôt par une autre. Aujourd'hui, ils sont passés par la mauvaise voie et voilà, ils payent cash. Non, je crois que la C14 voyage en schizophrénie, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est le contre-coup de tout ce qui s'est passé après le 20 décembre, il fallait s'y attendre d'ailleurs. Mais la responsabilité leur incombe tous. Ils sont individuellement responsables et collectivement responsables. Personne ne peut se soustraire du groupe en disant oui, moi je suis propre, ça se passait, je n'étais pas d'accord. Les gens sont des gens... Comme le cas semble dire. Mais eux tous sont responsables. On n'a même pas le temps d'en parler, mais il faudrait en parler, il y a des choses que moi je vais sortir. Ils sont tous responsables. Peut-être vendredi prochain. Oui. Et moi ce que je voudrais dire, c'est que en 2020, ça fera 30 ans que les Togolais sont en train de se battre pour le changement. 30 ans, les gens qui sont nés en 90 ont 30 ans. Ceux qui avaient 20 ans en 90 ont 50 ans. On ne peut pas cumuler des échecs. Un échec c'est bon, un deuxième c'est bon, un troisième c'est bon. Mais échec jusqu'à 30 ans, c'est qu'il y a un problème. Et ce peuple a tout donné. Mais c'est le leadership qui n'est pas bon. Et donc, à un moment donné, il faut mener une réflexion. Il faut arrêter les diversions, mais il faut mener une réflexion profonde sur la lutte qui est menée jusqu'à maintenant et essayer de voir. Moi, je leur souhaite, je souhaite qu'ils s'entendent, qu'ils règlent leurs problèmes entre eux, mais il faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont sur la scène il y a longtemps, et quand on n'arrive pas à avoir des résultats, il faut comprendre qu'il faut passer la main. Très bien. Vous voyez. Donc moi je pense que, bon, peut-être qu'on reviendra sur le sujet, et vendredi prochain, je vous assure, je pense que tout le monde est responsable dans ce groupe. Chacun est responsable. D'accord, très bien. La coordonnatrice aussi a ce qu'on appelle stratégie dans ce qu'on fait. Elle parle un peu trop. Oui, la calmie est précaire, nous sommes en train de préparer. Tu n'es pas obligé de dire à tes adversaires que tu es en train de préparer. On va en parler vendredi prochain, messieurs. Gardez-les. Ce ne sont pas des hommes d'État. Vendredi, on va revenir sur le sujet de fond en comble. Merci beaucoup à Ferdinand, le patron du journal Alternative, Fabrice Kézi, le libéral, et Loïc Lafon Flambeau des démocrates, Abi Alpha et Tchanyawa Remiao sont un peu occupés ce matin, c'est pour ça qu'ils sont pas à l'antenne avec nous. Merci à Diap Procé qui a assuré la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverez Jean-Marie Leblanc pour le journal à 12h45. Appelez-moi Ancien Irrigator. Excellent week-end à vous. Un coucou à toute la diaspora qui nous écoute sur taxifm.tg. Au revoir.